C'est donc l'académie militaire de Kaboul qui a été frappée aujourd'hui par un attentat. Le deuxième en à peine 48 heures a frappé la capitale afghane. Quatrième en 10 jours, c'est dire la situation sur place. On en parle avec à mes côtés Patricia Lalonde, eurodéputée UDI. Vous êtes également chercheuse à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Également avec nous René Cagna, politologue, spécialiste de l'Afghanistan et de l'Asie centrale. Vous avez été attaché militaire également en Asie centrale. Zalman Haqqani, ancien ambassadeur d'Afghanistan en France. Vous êtes aussi professeur émérite à l'université de Caen. Et Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des réseaux djihadistes. Vous êtes l'auteur de Daesh, le fait accompli. Et on en parle justement du groupe État islamique parce que c'est vrai, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé ces derniers jours, alors évidemment l'attentat d'aujourd'hui est revendiqué par le groupe État islamique. C'est donc une attaque contre l'académie militaire de Kaboul. Samedi, c'était une ambulance piégée qui avait fait 103 morts et 235 blessés. Attaque cette fois revendiquée par les talibans, tout comme celle contre l'hôtel intercontinental de Kaboul le 20 janvier dernier, 40 morts. Et puis, Save the Children, l'association, l'ONG britannique, attaquée à la Jalalabad, 5 morts et 26 blessés. Attaque revendiquée, elle, par le groupe État islamique. Wassim Nasr, cette escalade dans la violence, est-ce qu'elle est nourrie par la concurrence entre le groupe État islamique et les talibans ou bien par une forme de coordination? Ni l'une ni l'autre. Je ne pense pas que leur agenda on peut définir ça par la concurrence. On peut voir ça de l'extérieur comme une concurrence, mais il faut se rappeler quand même que chacun des deux groupes a son propre agenda. Donc je ne pense pas qu'on peut qualifier ça de concurrence. Et par ailleurs, ce qu'il faut essayer aussi d'imaginer, c'est que l'implantation de l'État islamique a été faite aux dépens aussi des talibans. En Afghanistan. Donc l'État islamique s'est implanté dès la déclaration du califat qui s'est faite en Irak, en Syrie. Donc on est encore en juin 2014. Et là, on a vu par exemple des responsables comme Hafez Saïd Khan ou Abdelraouf Khadem, donc un ancien de Guantanamo, un ancien responsable militaire des talibans, donc qui ont voué allégeance à l'État islamique. Et c'est là que l'implantation a commencé. Donc ils ont pris des effectifs, en gros, aux talibans, et leur agenda est radicalement opposé. Et on voit on voit cette opposition réellement sur le terrain, parce qu'on voit aujourd'hui que ceux qui se battent et qui battent beaucoup d'hommes face à l'État islamique sont les talibans, in fine. Pas par altruisme, mais parce qu'ils veulent eux-mêmes contrôler le terrain. Et on voit d'un autre côté, par exemple, pour l'anecdote, ça peu de gens le savent, les premiers à annoncer que le Mollah Omar était mort, avant les services afghans, c'était l'État islamique en Afghanistan. Oui. Justement pour vous démontrer à quel point le conflit était réel. Et l'État islamique aujourd'hui en Afghanistan, il qualifie les talibans d'apostats. Donc là, il n'y a pas pire comme qualificatif. Et la confrontation est directe. Ce n'est pas la même chose. Les talibans ne sont pas d'inspiration salafiste, par exemple. Ce n'est pas la question. Les talibans, leur combat, il est national. Avant tout, ils ne cessent de le répéter. Les talibans font de la politique. L'avant-dernier chef des talibans, il a été tué alors qu'il était de retour d'Iran. Alors que normalement, l'Iran et les salafistes, les djihadistes sunnites, ça se parle pas. Oui. Que ça soit, en tout cas... D'ailleurs, dans les cibles, les lieux de prière chiites, par exemple, sont visés par le groupe État islamique et pas par les talibans. Ça fait partie des divergences. Par exemple, les talibans, ils ont accepté dans leur rang, il y a quelques mois, des combattants Hazara, donc chiites. Ce qui est aussi inédit. Parce qu'ils définissent leur combat d'une manière locale. Alors que l'État islamique se venge contre les Hazaras, donc les chiites afghans, parce qu'il estime que certains de ces Hazaras, réfugiés en Iran, vont se battre du côté du régime syrien en Syrie, et donc il est légitime de les attaquer en Afghanistan. Donc l'État islamique, il est dans une logique de djihad global, alors que le combat du taliban, il est national. Il y a eu même un rapprochement entre les talibans et la Russie, donc l'ennemi mortel d'hier, pour combattre l'État islamique dans les régions nord qui sont à la frontière des anciennes républiques soviétiques. Donc il y a une vraie divergence aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que les deux groupes ne puissent pas dans le même vivier de recrues.
Voilà, ça aussi il faut le garder en tête. Et les talibans ont tout essayé. Ça ne veut pas dire qu'ils se neutralisent non plus, donc ça pourrait être le calcul des Occidentaux, mais ça ne marche pas comme ça non plus. Je ne pense pas que ça va marcher comme ça. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui a été dit dernièrement, ça veut dire le retour de Gulbuddin Hekmatyar, c'était justement pour essayer, parce qu'il est, on va dire, l'équivalent du représentant des frères musulmans en Afghanistan. C'était justement parce que le pouvoir à Kaboul constatait réellement que tout est en train de lui échapper. Donc ils se sont dit voilà, peut-être que le retour de cette figure qui a quand même une certaine popularité en Afghanistan allait régler le problème. Mais c'était sans compter sur la montée fulgurante de l'État islamique aujourd'hui en Afghanistan, qui quand même brouille les cartes, parce que les talibans, mine de rien, sont un interlocuteur. Ils le sont toujours, ça, parce qu'on avait beaucoup dit il y aura un dialogue, en tout cas c'était le but des Américains au moment du retrait de 2014, c'était d'obtenir un dialogue entre l'État afghan et les talibans. Ils l'ont obtenu pour un moment. Il ne faut pas oublier que les talibans avaient des représentations en Turquie, au Qatar. Les talibans, on peut négocier avec eux. Alors que l'État islamique, c'est un électron libre qui veut négocier avec personne. Et c'est là la grande différence et la grande divergence entre les deux. Ça complique considérablement la donne, ça, Patricia Lalonde, le fait d'avoir ces groupes rivaux, parfois ces clans même, ou ces tribus, dans le cas d'Hekmatyar, qui se combattent, mais qui combattent aussi un même ennemi, qui affaiblissent tous l'État afghan. Bien sûr, mais comme l'a bien expliqué Nasser, c'est vrai que les talibans ont un agenda national, ils font leur djihad au niveau national, alors que l'État islamique fait le djihad international. Et l'Asie centrale représente le Khorasan, ce qu'on appelle le Khorasan, c'est là où doit commencer le vrai califat. Donc, comme ils ont été vaincus, entre guillemets, ils ont été poussés en dehors du théâtre d'opération de la zone irako-syrienne, ils sont en train de revenir sur ce qui est le vrai, je dirais, l'essence même de leur combat, le Khorasan, c'est-à-dire leur berceau historique, oui, le berceau historique, mais il faut garder en tête qu'on se concentre beaucoup sur la Syrie et l'Irak, alors que eux, donc les djihadistes, l'État islamique, a lancé tout ce mouvement d'une manière assez parallèle. Donc l'implantation en Libye s'est faite d'une manière parallèle avec la Syrie et l'Irak. Au Yémen, pareil. En Afghanistan, pareil. Je dis, ça remonte. Et au Mali. L'allégeance, exactement. L'allégeance remonte donc à 2014. Mais pour avoir allégeance, c'est que ça a été planté bien avant. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'imaginer. Aujourd'hui, l'État islamique a réussi à s'exporter jusqu'aux Philippines. Ça veut dire que les combattants peuvent indifféremment aller dans un lieu ou l'autre, ou ça ne marche pas comme ça? Pas forcément. Pas forcément. Il peut avoir d'envoi d'émissaires, comme c'était le cas entre, par exemple, l'Irak et la Libye. Mais un émissaire tout seul, sans un vivier populaire, ça ne sert à rien. Donc ça se fait toujours avec les locaux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui a fait que l'État islamique a réussi à s'implanter en Afghanistan, c'est qu'il a pris des vraies figures aux talibans, ou bien au Parti islamique d'Ouzbékistan, ou bien surtout au TTP pakistanais. Donc avoir comme responsable second de l'État islamique en Afghanistan, au Khorasan, comme ils le disent, comme l'ancien numéro 2 militaire des talibans, ça a une légitimité. Exactement. C'est-à-dire, ils prennent pas des inconnus. Ils s'implantent toujours. Ils trouvent la légitimité toujours avec des locaux et avec un vivier populaire local. Sinon, ce n'est pas possible de s'implanter, que ce soit en tout cas l'État islamique, les talibans ou des mouvements communistes, etc. Il faut toujours un vivier populaire qui est favorable. Sinon, ce n'est pas possible. René Cagnat, est-ce qu'on sait, alors c'était déjà difficile, on l'imagine, pour les forces occidentales de former l'armée et la police afghane face à une menace qu'elles maîtrisaient peut-être peu, les talibans. Ça l'est sans doute encore plus face à, par définition, une menace non conventionnelle. Ce n'est pas une armée, bien sûr, le groupe État islamique. Est-ce qu'on a appris de l'Irak, de la Syrie? Est-ce que ça peut servir en Afghanistan ou absolument pas? Je voudrais faire une petite comparaison historique pour bien montrer l'envergure de ce qui se passe actuellement à Kaboul. Je compare la situation à Kaboul actuellement à la situation qui régnait à Alger avant la bataille d'Alger, c'est-à-dire lorsque la 4e République a fait appel à sa division parachutiste pour se battre contre les Félagas et gagner la bataille d'Alger. Le problème à Kaboul, c'est que on ne peut pas appeler une division parachutiste capable de gagner à Kaboul. Les Américains pourraient arriver en masse, eux-mêmes ne pourraient pas gagner. Il y a un processus très grave qui se met en place actuellement de subversion. La population est très marquée par lui, mais la population
au lieu de se retourner contre les talibans qui font ces attentats, elle se tourne contre le gouvernement. Donc, le gouvernement se trouve affaibli et on va vers une situation qui pourrait ressembler au départ des Américains de Saïgon. Je vais vous faire réagir. Zalman Yakani, il y a effectivement une réaction de la population avant tout dirigée contre les autorités. Si oui, comment vous l'expliquez? Absolument, parce que vous savez, le premier devoir d'un gouvernement, c'est d'assurer au minimum la sécurité de ses populations. Oui, à condition d'en avoir les moyens et que ce soit même faisable. Oui, mais en partie, il faut qu'il ait les moyens. Sinon, il faut expliquer à la population. Et sinon, il faut démissionner, il faut partir. Vous ne pouvez pas avoir des responsables de services de renseignement qui viennent à la télévision tous les jours en disant finalement, nous avons tout fait, et la prochaine fois, ça ne va pas se reproduire. Et puis, 2 jours après, il y a encore un attentat. Donc, la réaction de la population, c'est une réaction qui peut être vue dans n'importe quel pays. Et donc en Afghanistan, c'est pareil. Et pour autant, cela ne veut pas dire que les populations sont pour Daesh ou pour les talibans. Faute d'avoir la sécurité, évidemment, du côté du gouvernement, dans les provinces, ils tournent vers les talibans. La justice des talibans, la sécurité assurée par les talibans. Et c'est là la faiblesse du gouvernement. D'ailleurs, si je peux rajouter une remarque à cela, les talibans commencent à réinvestir aujourd'hui dans un effort de service que l'État ne fait pas. Oui. Par exemple, construire des barrages, des petits barrages pour les agriculteurs. Oui. Ils communiquent là-dessus. Oui. Construire des écoles, construire des petites routes, mais des choses très rudimentaires, mais qui parlent à la population, à la population locale. Et donc le ras-le-bol aussi de la population, il est par rapport à la corruption, par rapport au manque de services, par rapport à une justice corrompue. Alors la justice des talibans, elle est certes islamique, mais elle est expéditive, elle est rapide. Donc ça aussi, ça parle aussi aux populations locales. Et il faut le garder en tête. Ça veut dire en dehors de Kaboul, aujourd'hui, le gouvernement central, je ne sais pas si monsieur vous allez me contredire, il ne contrôle pas grand-chose. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, on va peut-être revoir la carte, parce qu'on voit aujourd'hui que l'Afghanistan est éclaté entre différents groupes. Sur le fait que les talibans aident à reconstruire des écoles, des écoles coraniques peut-être, mais je veux dire, j'ai plus souvent... des barrages. Non, mais des écoles aussi, vous avez dit, il me semblait. Des écoles coraniques, bien sûr. Oui, voilà. Mais j'ai plus souvent vu les talibans en train d'essayer de détruire les écoles de filles, notamment que... Ah oui, mais ça, on est d'accord. Mais ça, c'était... Ça, on est d'accord. La population, mais je pense que soutien de la population, enfin, la soutien, en tout cas, la défiance à l'égard des autorités, dirigée essentiellement contre les autorités. C'est normal. Il faut voir comment cette élection a eu lieu. Ce gouvernement a été élu sur une base d'une fraude électorale terrible. Il y a eu un gouvernement d'union nationale qui a été mis en place par les Américains, par John Kerry. Oui. Et avec donc Abdullah, principal opposant au chef de l'État. Mais il fallait changer la Constitution. Oui, mais c'est très important. Il fallait changer la Constitution pour mettre le poste de Premier ministre dans la Constitution. Donc le pauvre Abdullah, si je puis dire, il ne sert à rien. Je veux dire. Et Ashraf Ghani est critiqué parce qu'il est accusé de pachtouniser l'Afghanistan, qui est toujours le vieux réflexe, et de donner tous les postes avec en ligne de mire, non aux Tadjiks, aux Ouzbeks. Avec en ligne de mire la présidentielle de 2019, est-ce que cette ligne de fracture Tadjik-Pachtoun, elle est encore d'actualité? Est-ce qu'elle contribue à fracturer davantage, j'allais dire, la société afghane, dans un contexte où on a des groupes armés sur le terrain? Mais dans le cas de ce qui se passe actuellement, vous avez les Ouzbeks, les Hazaras et les Tadjiks qui sont vent debout, si je puis dire, contre la faiblesse du gouvernement, contre le gouvernement actuel. Et vous avez également Kandahar et Jalalabad qui sont des zones pachtoun. Donc on peut pas, c'est trop simple de dire ça. Non, c'est vraiment une rébellion je dirais, du peuple des Afghans contre un gouvernement. N'oubliez pas qu'Ashraf Ghani a vécu je ne sais combien d'années en Amérique et il essaye d'apporter le côté d'américaniser, d'occidentaliser l'Afghanistan comme ça. Ça se fait pas du jour au lendemain après ce qui s'est passé. Et donc il faut s'appuyer sur les populations locales et je crois que c'est ça qui fait partie. Il ne faut pas aussi oublier les calculs des acteurs régionaux. Il ne faut pas oublier aussi, par exemple, les calculs de l'Iran. Les Iraniens, aujourd'hui, ils disent que pour eux, ils estiment que la prochaine guerre contre l'État islamique, c'est l'Afghanistan, et qu'ils s'y préparent, par exemple. Aujourd'hui, on sait que les Iraniens sont de retour dans certaines provinces, et entre guillemets aussi, mais c'est en relation, toutes les milices donc chiites, afghanes, qui se battent aujourd'hui en Syrie, en Irak, ce sont quand même des Afghans. Donc un jour ou l'autre, les Iraniens vont capitaliser là-dessus. Et cette capitalisation sera sur le territoire afghan. Donc tous les acteurs régionaux, ils ont cette vue
sur ce qui va se passer après, sur ce prochain conflit, à cause de la position stratégique de l'Afghanistan, bien sûr, mais à cause des richesses, comme ça a été très bien dit, en métaux rares. Donc c'est un pays très important. Et les acteurs locaux pensent à tout ça. La Chine pense à ça, la Russie pense à ça, les Iraniens pensent à ça. Donc on est un peu concentré en tant qu'occidentaux sur le terrorisme, etc., etc. Mais il y a des enjeux géopolitiques réels sur cette région-là que les autres acteurs n'ont pas perdu de vue. Bien sûr. Et l'Iran notamment, qui sera un acteur, nous dites-vous, des toutes prochaines années en Afghanistan. Et les Américains, alors, parce que Donald Trump menaçait de retirer près de 2 milliards de dollars d'aide américaine aux forces de sécurité afghanes. Et là, eh bien, on le voit depuis ce week-end, qui à nouveau donne de la voix pour dire nous allons aider le gouvernement afghan, nous ne partons pas. René Cagnin, est-ce qu'il y a une stratégie américaine? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle est payante ou est-ce qu'on voit une issue possible? Stratégie américaine depuis ce discours au mois d'août du président Trump. On se souvient de la mer des bombes qui avait été d'ailleurs larguée, la mer des bombes qui avait été larguée à l'époque sur l'Afghanistan. C'était avant. Et ce qui est important, parce que là, on arrive au cœur du problème, nous ne l'avons pas encore abordé actuellement, c'est que les Américains focalisent leur action pour la première fois sur la drogue. Ils ont bombardé au mois de septembre, à partir du début de l'automne, ils ont bombardé les laboratoires. C'est par cela qu'il fallait commencer en 2002. Et ça n'a jamais été fait, soi-disant, par respect des paysans. Peut-être aussi parce que on n'osait pas trop s'engager contre la mafia de la drogue, qui est très active et prégnante partout. Mais maintenant, ça y est, les Américains, sur le bon conseil de leurs généraux, s'attaquent à la drogue. Et ce qui se passe à Kaboul actuellement, à mon avis, c'est pour se venger de ce raid aérien extrêmement important qui a été mené contre les laboratoires. Enfin, il y avait quelque chose d'efficace par rapport aux revenus que les talibans obtiennent de la drogue. Oui. Et donc maintenant, ils mettent la vitesse supérieure pour s'attaquer au maillon faible qui est Kaboul. Et là, à Kaboul, en faisant jouer les gens qui, à l'intérieur du système, du gouvernement, voire de l'armée, sont favorables aux talibans, en retournant la population, on peut obtenir un résultat tout à fait décisif à Kaboul. Zalmay Yakhani, y a-t-il une stratégie américaine, d'après vous, entre cette mer de toutes les bombes et là cette attaque contre le trafic, visiblement, du pavot? Est-ce que vous voyez, vous, une logique? Vous savez, dans la stratégie américaine actuellement, même si cette action évidemment est louable contre la culture et le trafic de drogue, mais dans la stratégie américaine, il y a beaucoup de contradictions. Comment voulez-vous écouter les Américains quand ils disent aux talibans « venez, on négocie » et en même temps les talibans détruisent tout. Si on avait fait ça à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en disant à Hitler « venez, on va négocier », je pense qu'on il ne faut pas négocier avec les talibans. Il n'y a pas de négociation possible. À l'état où on est, non. La réponse est non. Parce que les talibans font semblant de négocier et en même temps, ils mènent des actions très destructrices contre les populations et surtout contre les populations démunies. Ils ne peuvent pas agir contre ceux qui dirigent le pays parce qu'ils sont protégés. Mais contre c'est quand même le lockdown partout en ce moment dans Kaboul, les ambassades, l'ONU. Plus personne ne peut sortir librement. C'est le confinement général. Donc même, j'allais dire, les centres de décision et ce qui relie l'Afghanistan au reste du monde, à l'étranger, aujourd'hui, est totalement bloqué. Il y a une contradiction dans la stratégie américaine aujourd'hui en Afghanistan. Je ne comprends pas cette stratégie. Il faut que les choses soient claires. Hier, le président Trump disait il faut qu'ils viennent à la table de négociation, les talibans. Aujourd'hui, il dit tout le monde entier doit se réunir pour frapper les talibans. Là, je comprends rien. C'est vrai c'est logique. C'est à la suite, si je puis dire, c'est à la suite de ce qui vient de se passer. Et c'est même pas une stratégie géopolitique régionale. Mais il y a aussi un point important, c'est que je pense que, je ne sais pas si c'est la vengeance, mais M. Trump s'est adressé au Pakistan de façon très sévère récemment
en menaçant le Pakistan, en disant écoutez, ça commence à suffire, ça fait 20 ans que vous jouez double jeu, que vous faites semblant de lutter contre le terrorisme. Nous, on vous paye pour ça, on vous donne des fonds pour ça, et vous ne faites pas, et on menace de couper, si ce n'est pas déjà fait, les fonds. Donc ça, c'est sûr que ça n'aide pas, et je crois que les Pakistanais auraient pu aussi se servir de l'Afghanistan comme, d'une certaine manière, un moyen de montrer aux Américains qu'ils n'ont pas intérêt non plus à se couper aujourd'hui des Pakistanais. Absolument. Oui, bien sûr. Est-ce que le Pakistan peut être derrière ces attaques aussi? Plus ou moins directement, le réseau Haqqani, par exemple, qui est accusé de faire... Je ne dirais pas ça, parce que je n'ai pas d'infos là-dessus, mais ce qu'il faut essayer aussi de voir, c'est que les Américains, il y a toujours ou souvent des contradictions entre les annonces diplomatiques et ce qui se passe sur le terrain. Ça veut dire, le successeur de Mullah Omar, donc à un moment où les talibans avaient accepté de négocier, a été tué par un drone américain à son retour d'Iran. Donc ça aussi, ça a mis un obstacle à la suite des négociations. Interférences, oui. Voilà, ça c'est aussi, il faut le prendre en considération. Et même quand les talibans avaient accepté les négociations donc au Pakistan, il y a eu des fuites, à part ce qui a été dit par l'État islamique, ou des confirmations de certains services comme quoi le Mullah Omar était mort. Et donc du coup, ça affaiblissait aussi les talibans pendant ces négociations. Donc tous ces paramètres-là, il faut les prendre en considération. Donc les talibans, ils sont durs en négociation, ils négocient aussi pour gagner du temps, etc., etc. Mais les Américains, ils ont cette contradiction entre leur diplomatie et les impératifs du terrain. Donc quand les militaires avaient dans le viseur le successeur de Mullah Omar, ils l'ont pas lâché. Oui. Donc ce qui allait en contradiction à ce que voulait le département d'État américain en termes de négociation. Donc ça aussi parfois c'est pas mystique, hein. Ça arrive souvent chez les Américains qu'il y ait une contradiction entre l'action militaire menée sur le terrain et les annonces diplomatiques ou même le cours de négociation diplomatique et ce qui met à mal leur politique. On le voit très bien par exemple en Syrie là. Et c'est la même chose en Afghanistan, c'est la même chose en Irak ou ailleurs. Oui, c'était pas linéaire, effectivement, voilà. Et difficile. Oui, il y a ça tire à eu et à dire entre différents pans de cette administration. On l'aura compris, surtout avec un président qui tweete frénétiquement, sans forcément demander l'avis de son entourage. Merci beaucoup, Wassim Nasr. Merci également à vous, Patricia Lalonde, d'avoir accepté de débattre. René Cagnard et Zalman Haqqani, merci également. L'actualité continue tout de suite sur France 24. C'est la fin de ce débat, mais c'est une semaine dans le monde. Et avec nous, Julie Chouteau, bonjour. C'est l'heure d'un œil sur les médias. On va parler évidemment, ce qui nous a occupé pendant ce débat, c'est bien sûr l'Afghanistan. D'ailleurs, on voit qu'on continue de débattre ici même du point de vue d'Internet et des réseaux sociaux. Oui, alors comme après chaque attentat, les hommages pleuvent sur la toile. On a par exemple vu ressurgir le hashtag I am Kaboul. Alors vous le voyez, des messages adressés aux Afghans dans toutes les langues et en provenance de tous les pays. En France aussi, le hashtag Je suis Kaboul a aussi fait son apparition. Alors là aussi, pareil, des messages, mais des messages trop peu nombreux, selon certains internautes. Par exemple, celui-ci, qui regrette que les hommages soient trop discrets. Et il critique aussi le fait que l'émotion un peu dépend du pays où se situe l'attentat, au pays frappé par l'attentat. Alors, est-ce la distance ou la récurrence des attentats en Afghanistan qui explique l'émotion, on va dire, modérée des internautes? Je n'ai pas la réponse, mais on ne peut pas non plus parler d'un silence radio des internautes qui ont quand même beaucoup débattu sur la question. Voyez par exemple le hashtag Pray for Kaboul. Alors là encore, beaucoup de messages, de dessins, mais aussi des montages comme celui-ci. Donc vous voyez une main rouge avec cette légende « Nos cœurs saignent pour Kaboul ». Preuve que quand même les internautes ne sont pas totalement insensibles aux tragédies vécues par les Afghans. Voilà pour les hommages des internautes, mais les politiques aussi ont réagi sur les réseaux sociaux. Oui, par exemple, Emmanuel Macron, vous le voyez, a réagi dès samedi, dès le premier attentat. Il condamne donc fermement cet attentat qu'il qualifie d'ignoble. Il adresse ses pensées endeuillées au peuple d'Afghanistan qui a trop souffert du terrorisme. Donald Trump aussi a réagi dès samedi et donc il décrit des victimes innocentes, une police afghane courageuse. Et vous voyez une certaine détermination aussi dans son message. Nous ne laisserons pas les talibans gagner. Alors... Justement, cette semaine sanglante pousse aussi... à s'interroger, comme à chaque fois d'ailleurs, sur la présence occidentale. Exactement. Et voyez par exemple ce sondage qui est publié sur le site de la chaîne britannique Sky News et qui demande aux internautes
pensez-vous que la guerre en Afghanistan valait le coup? Et vous le voyez, c'est assez clair, hein, c'est non à 79% sur plus de 10 500 votants. Et donc le oui n'arrive qu'à 21%. Donc seulement 21% des 10 500 personnes considèrent que la guerre valait le coup, ce qui est très peu. Et alors, cette présence donc occidentale en Afghanistan est aussi critiquée sur le monde.fr dans l'édito qui a donc été publié cet après-midi. Pour le quotidien, je cite, « Ces attentats sont chaque fois l'illustration d'un échec pour les États-Unis, engagés depuis 2001 dans la plus longue guerre de leur histoire. » Le Monde.fr qui conclut « La guerre n'aura pas d'issue sans la fin de l'occupation militaire étrangère et sans négociation de paix. » On le voit, le quotidien du soir a une opinion assez tranchée. L'échec de l'intervention voulant pas forcément dire qu'il ne fallait pas y aller, mais peut-être pas avec ces résultats-là en tout cas. Merci Julie, voilà, c'était un œil sur les médias. Merci à nouveau à nos débatteurs. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.